C'est Eléa Mariama Diarra, comme les blessures, mais qui font entièrement partie de la carrière et qu'il faut savoir gérer, sinon ce serait trop facile. Pour nous, les sportifs, c'est comme si c'était demain. Des Olympiades, ça se prépare suivant les sports 1, 2 ou 4 ans à l'avance. On nous donne toujours la parole au moment des résultats, au moment des championnats. Mais je pense que finalement, est-ce que tout le cheminement avant ne serait pas aussi, voire plus intéressant ? Ce rapport qu'on peut avoir en fait entre l'ombre et la lumière. Salut les sportifs, je suis Hermano et je suis vraiment enchanté de vous recevoir pour ce nouveau podcast que l'on va appeler Dans les vestiaires. Comme son nom ne l'indique peut-être pas, ce podcast va se concentrer sur le financement des carrières des sportifs. Nous allons détailler avec nos invités comment est-ce que l'on finance une carrière de sportif, que l'on soit professionnel, que l'on soit amateur ou même que l'on soit une de ces petites mains qui va aider les sportifs à s'en sortir ou même des organisateurs, enfin toutes ces personnes qui font le sport. À mes côtés, j'aurai la chance d'avoir pour certains épisodes l'ami Barthélémy qui est aussi le producteur d'un podcast que j'apprécie énormément qui s'appelle Extraterrien. Barthélémy vous propose à travers son podcast Extraterrien de comprendre les mécanismes que les sportifs mettent en place pour réussir dans leur carrière. Pour ouvrir le premier casier de ce vestiaire, j'ai eu l'énorme chance d'échanger avec Eléa Mariama Diarra qui va nous en dire un petit peu plus sur elle mais aussi sur sa carrière et je la remercie énormément parce qu'elle a été la première à répondre présente. Elle s'est livrée avec beaucoup de sincérité. On a même dû déplorer des problèmes techniques et vous l'entendrez dans le courant de cette interview. Nous avons dû ajuster un petit peu la qualité de l'enregistrement parce que nous avons dû enregistrer en 2 fois. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter dans un premier temps l'interview que nous avons enregistrée dans un second temps et puis vers 27 minutes, vous entendrez que la qualité sonore change un peu. Là, on revient sur la première interview qu'on avait eu l'occasion de faire, mais il me tenait absolument à cœur de vous partager dans un seul et même épisode ces 2 interviews. Eléa s'est rendue disponible pour vous, pour partager avec vous ces éléments qui la constituent et comment est-ce qu'elle a pu financer sa carrière de sportif de haut niveau jusqu'à présent. Également parce qu'on y a abordé des sujets qui parfois sont un petit peu différents et il me semblait très important que tous ces éléments soient partagés. Juste avant d'ouvrir le premier casier de ce vestiaire et de vous laisser découvrir la magnifique interview que nous avons réalisée avec Barthélémy, je vous invite à aller sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire et évidemment une note 5 étoiles. Barthélémy le rappelle souvent, vous le savez, un exploit ne se réalise jamais seul. À l'instar des sportives et des sportifs de haut niveau qui s'entourent d'une équipe compétente pour les aider à atteindre leur objectif, eh bien nous avons de grandes ambitions avec ce podcast. La première étant bien entendu de vous faire comprendre, d'évangéliser le commun des mortels sur le fait que la carrière de sportif de haut niveau, c'est un combat du quotidien, c'est quelque chose qui se travaille chaque jour, qu'un sportif de haut niveau n'est pas forcément professionnel des médias, même si les plus grands sont très heureux, financent très bien leur carrière, la majorité des sportifs de haut niveau, et vous l'entendrez avec cette interview d'Eléa, se bat chaque jour pour obtenir un financement. Si vous pouviez nous aider en notant ce podcast, en le faisant connaître par le plus grand nombre, en parlant avec vos amis, votre famille, vos voisins, eh bien on aurait déjà gagné un premier combat. Si vous souhaitez nous recommander des sportifs, eh bien sachez que ce podcast est présent sur tous les réseaux sociaux. On vous met tous les liens en description de cet épisode ainsi que tous les liens pour pouvoir joindre notre invité. Sur ce, je vous embrasse, je vous laisse avec cette superbe interview. Salut les sportifs! Salut les sportifs, bienvenue sur ce premier épisode du podcast Dans les vestiaires et comme son nom ne l'indique peut-être pas, le sujet principal va être le financement des carrières des sportifs de haut niveau. Et pour commencer cette série, nous avons la chance d'avoir Eléa Mariama Diarra. Eléa, on va te laisser le micro dans quelques minutes pour te présenter, mais juste avant de passer à notre invité, je voudrais présenter mon co-animateur, à savoir Barthélémy. Salut Bart. Salut Hermano, écoute, merci beaucoup de m'avoir proposé de co-animer ce super podcast avec toi. Et pour les auditeurs qui ne me connaissent pas encore, j'anime un podcast qui s'appelle Extraterrien et dans lequel j'interviewe des athlètes de haut niveau pour leur demander un petit peu de raconter leurs histoires et leur demander de dévoiler un petit peu leurs secrets pour atteindre le haut niveau justement.
Merci Bart. Et effectivement, si nos auditeurs ne connaissent pas encore, je les invite à se brancher tout de suite sur le podcast Extraterrien. De toute façon, on mettra tous les raccourcis, tous les liens dans les notes de l'épisode parce que c'est vraiment un podcast très inspirant et je suis honoré que tu acceptes de co-animer avec moi cette série de podcasts. Et bien, comme je le disais en introduction, ce que je vous propose, c'est de donner tout de suite le micro à notre invité. On a dit, tu t'appelles Eléa, mais peut-être que tu peux nous en dire plus sur toi, qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bonjour d'abord Hermano, bonjour Barthélémy, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Donc moi, comme tu l'as dit, c'est Eléa Mariama Diarra. Je suis athlète de haut niveau, je suis en équipe de France d'athlétisme. Je fais du haut niveau depuis une dizaine d'années maintenant, un peu plus. J'ai 29 ans. Je fais du 400 mètres et je suis souvent présente en équipe de France dans le cadre du relais 4x400 mètres. Voilà. Déjà une belle carrière, 29 ans, j'imagine que tu es passé déjà par beaucoup de phases que rencontrent déjà les sportifs et sportives amateurs, puis les sportifs qui commencent à se diriger vers le haut niveau, puis le haut niveau. En termes de palmarès, je crois que tu as aussi déjà un beau palmarès. Alors oui, c'est sûr que bon, je fais du haut niveau depuis que j'ai 18 ans, donc comme je vous le disais, un peu plus de 10 ans. Et j'ai vécu beaucoup de choses. La plupart des choses sont très très heureuses et très bien. Des choses un peu moins bien comme les blessures, mais qui font entièrement partie de la carrière et qu'il faut savoir gérer, sinon ce serait trop facile. En termes de palmarès, j'ai été 2 fois championne de France élite sur 400 mètres. La première fois en 2011 à Albi et puis la deuxième fois en 2017 à Marseille. Dans le relais du 4x4, dans le relais 4x400 mètres, pardon, on a été de nombreuses fois, non, on a été plusieurs fois vice-championne d'Europe. On a été championne d'Europe en salle en 2015 à Prague. Au dernier championnat d'Europe qui était en 2018 à Berlin, on a terminé deuxième également et on avait fait quatrième aussi en 2017 au championnat du monde, cette fois-ci à Londres. Très beau palmarès en individuel et en équipe, c'est magnifique. Oui, je me plains pas, c'est plutôt pas mal. Après, il y a toujours encore quelques petites frustrations, mais c'est ce qui fait aussi qu'on continue encore à 29 ans pour essayer d'atteindre encore les derniers objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre. Alors justement, tu parles d'objectifs que tu n'as pas forcément réussi à atteindre. Je crois que en cette année 2020 qui arrive à grands pas, il y a un gros objectif vers lequel tous les coureurs de l'équipe de France s'engagent. Oui, tout à fait. Donc on est en année olympique, on est en 2020. C'est les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu en juillet, donc dans 7 mois maintenant. C'est vraiment tout près. Les gens ne s'en rendent pas encore compte, le grand public si je puis dire, parce que 7 mois ça paraît encore loin, il y a encore pas mal de choses à passer avant, mais pour nous, les sportifs, c'est comme si c'était demain. Des Olympiades, ça se prépare suivant les sports 1, 2 ou 4 ans à l'avance. Donc là, on entre vraiment dans la dernière ligne droite, si je puis dire. Oui, parce que sur un 400, la ligne n'est pas droite, vous tournez autour d'une piste. Oui, c'est ça, mais on a la dernière ligne droite qui est la plus difficile, celle où il faut être endurant, serrer les dents et ne pas craquer. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de courir sur des pistes anglaises? Alors, moi, je sais que j'en ai une ici à Luxembourg et c'est un peu déroutant les premières fois parce que ce sont des pistes de 333 mètres. Donc, ce qui fait que sur un 400, en fait, tu finis dans le virage et là, c'est un peu plus difficile encore. Ah ouais, alors j'imagine que oui, psychologiquement, ça doit être vraiment difficile de passer la ligne et de ne pas s'arrêter. Non, j'ai pas eu cette chance. Je ne sais pas si c'est une chance, mais non, j'ai connu que des pistes habituelles de 400 mètres ou alors de 200 mètres en indoor, en salle. Le 400 mètres, on va dire, est une distance assez mythique en France. Je pense que les gens l'aiment beaucoup, encore plus que peut-être le 100 mètres ou le 200 mètres. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de courir le 400 mètres? Comment est-ce que tu en es venu sur cette discipline et sur cette distance-là? Alors oui, c'est vrai que c'est une course un peu mythique, notamment grâce à Marie-Josée Pérec, entre autres, qui était phénoménale sur 400 mètres, qui est pour moi la recordman du monde officielle, parce qu'elle n'a pas le record du monde, mais on sait que la personne qui a le record du monde était de l'Allemagne de l'Est et probablement plutôt dopée.
Donc voilà, 48-20. C'est pas du tout de saison. Oui, non. On va éviter de parler des sujets qui fâchent. Non, mais oui, elle courait en 48-25 et c'est vrai que bon, à chaque fois, moi j'ai un record à 51-92 pour faire une comparaison, ce qui me donne quand même un niveau plutôt correct au niveau européen et mondial. Mais on est encore très loin, très très loin de ces 48-25. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du 400 mètres? Alors, au tout début, quand j'étais jeune, je faisais de la longueur, donc j'étais pas du tout destinée à faire du 400 mètres, mais j'avais déjà quand même quelques petites qualités de course et de vitesse nécessaires au saut en longueur. Et puis finalement, ça s'est fait assez naturellement. En compétition très jeune, je faisais des 100 mètres parce que c'était la distance la plus longue en sprint. J'étais plutôt bien aussi sur les crosses, sur les courses d'endurance, mais j'y prenais beaucoup moins de plaisir. Et ensuite, je suis arrivée dans les catégories cadettes où moi, à mon époque, le 400 mètres n'existait pas. Maintenant, c'est le cas. Et on avait le 300 mètres. Et donc, ce qui permet de faire quand même une transition entre les catégories jeunes et le 400 mètres qui peut être assez traumatisant physiologiquement. Et donc ensuite, en catégorie junior, c'est tout naturellement que je suis montée sur 400 mètres et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je me souviens, j'ai une petite anecdote, c'est que en étant encore cadette, dernière année, je passais junior après, donc j'allais devoir monter sur 400 mètres. Mon coach m'a dit, écoute, tu vas faire un 400 mètres là avant de partir en vacances pour voir pour voir ce que ça donne, quoi, si ça te plaît, si c'est ce que tu as envie de faire. Et du coup, j'ai fait un 400 mètres à la fin de l'été en partant très très rapidement et en explosant pour le coup complètement dans la dernière ligne droite parce que 400 mètres, 400 mètres, c'est pas 300 mètres. Il y a vraiment ces 100 derniers mètres qu'il faut courir. Et à la fin, je suis restée peut-être 20 minutes au sol en étant très mal et très fatiguée parce que voilà, j'avais vraiment tout donné. Et mon coach est venu me voir et je lui ai dit, je m'en souviens plus tellement, mais lui, ça l'a marqué parce que je lui ai dit... j'adore ça, on recommence quand? Alors que lui pensait que j'allais lui dire ah non c'est fini, plus jamais de ma vie, plus jamais de donc voilà. C'est tellement fréquent ce genre d'anecdotes sur les sports surtout d'endurance que j'ai eu l'occasion de pratiquer comme l'Ironman, le nombre de copains qui montent sur ce genre de distance et qui te disent en passant la ligne plus et ils finissent même pas leur phrase et bon allez le prochain. Oui voilà, c'est ça. C'est ça. Une fois passé la douleur, on va dire, on se rend compte qu'on a quand même pris vachement de plaisir sur la course. C'est une course intéressante où il peut se passer plein de choses finalement. Il y a différentes phases et je pense que c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi cet aspect un petit peu tactique. Puisque tous les 400 mètres ne se courent pas de la même manière. Il y en a qui partent très vite, il y en a qui partent moins vite, etc. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Je crois qu'on l'a déjà vu d'ailleurs, enfin on l'a bien vu dernièrement au dernier championnat du monde. Il y a des 400 mètres qui étaient impressionnants, qui partaient très lentement et qui explosaient sur la fin. Enfin au sein même de la même compétition, ils se couraient pas tous de la même façon. Oui, tout à fait. Oui, chacun a sa technique qui l'ajuste, j'imagine, en fonction de ses qualités. Il y en a qui ont plus de qualité de sprint, il y en a qui ont plus de qualité d'endurance. Donc le schéma s'adapte. En tout cas, on sent bien la passion qui t'anime dans ce sport. Tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce que tu étais passé de la longueur aux 400 mètres. Peut-être que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ce moment, ce déclic qui a fait que tu es passé d'une jeune sportive à une sportive amateur et que tu t'es dirigée vers le haut niveau. Alors, il y a eu plusieurs déclics. J'imagine qu'en fait, pour moi, l'accès au haut niveau, pour une personne entre guillemets normale comme moi qui au départ avait pas du tout prévu de faire du haut niveau, c'est des petites marches en fait qu'on gravit et qui nous donnent envie d'atteindre la suivante. La première, c'était ma qualification en cadette pour la première fois au championnat de France. Qui n'est pas rien. Pour la première fois, je voyais ce qu'était un grand championnat pour moi, un championnat national. Et du coup, mon premier championnat s'est très mal passé. J'ai fini avant-dernière parce que j'étais très stressée, etc. Et je me suis dit, l'année prochaine, je et ce sera pas pour être aussi mauvaise. Et du coup, l'année d'après, j'y suis revenue et j'ai fait 3e, j'ai fait un podium. Donc voilà, ça a été le premier petit déclic. Il y a eu ma première sélection aussi en junior 2 à 18 ans en équipe de France. C'était pour un match junior au Maroc. Donc là, première fois que je porte le maillot de l'équipe de France, c'est pareil, ça marque et on se dit qu'on entre encore dans un autre niveau.
Et forcément, ça nous plaît, donc on a envie d'y. Et enfin, il y a eu ma première victoire au championnat de France élite, donc là alors que j'étais encore espoir, qui est les championnats de France toutes catégories confondues, et du coup qui a enchaîné sur ma première sélection en équipe de France senior, cette fois-ci chez les grands, dans le relais 4x400 mètres. Ouais, c'est les trois gros déclics qui m'ont doucement basculer vers le haut niveau et qui ont fait que de plus en plus j'ai voulu m'impliquer et faire passer le sport en premier. Génial. Et du coup, on voit que tu as vraiment eu une progression continue et que tu n'as pas forcément brûlé les étapes comme ça peut